comment l'étude guidée sur le langage confère une épaisseur, pas toujours soupçonnée, à l'expérience ordinaire et quotidienne de la parole. Alors, ce propos cible des auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui ont émis des hypothèses donc, sur le fonctionnement du langage et sur celui de la nomination en particulier. Ce sera l'objet de notre premier point. Et puis, nous pensons également que ces travaux constituent, ou portent en tout cas, les jalons de la formalisation progressive du concept de signe linguistique. Ce sera le point 2. Et dans un troisième temps, j'exposerai un petit peu la façon dont les étudiants dialoguent avec la signification flottante des mots en mobilisant un corpus de devoirs sur table. Alors, mon propos prend appui sur un cours qui s'appelle Théorie du langage et qui est donné sous forme de lecture-conversation. Il est proposé dans le cadre de la mineure FLE de la Sorbonne Nouvelle et les étudiants qui sont inscrits à ce cours présentent des profils académiques extrêmement divers, aussi sur le plan professionnel et générationnel. Et ils n'ont pas tous, loin s'en faut, un bagage en linguistique et ne sont pas tous francophones. Alors, l'objectif pédagogique donc, du cours porte sur une conscientisation de notre statut de locuteur et cherche à transformer en questionnement le caractère évident de notre capacité de langage. Ce travail s'effectue guidé par des textes et des auteurs d'une époque éloignée de la nôtre, mais qui abordent le plus souvent, dans une langue accessible, le langage en tant qu'objet conceptuel et théorique. Alors, cette accessibilité au concept par un langage non technique peut avoir son revers, comme de la polysémie, je pense notamment à certains termes comme pensée, idée, mots, qui reviennent très régulièrement. Mais cette polysémie constitue autant d'occasions de reformuler le propos, de le traduire et de progressivement, nous l'espérons, de s'approprier l'abstraction derrière l'expérience quotidienne de la parole. Alors, considérer le langage avec la conscience de soi constituerait déjà une entrée vers la question de la construction identitaire des individus en général, mais aussi vers celle du lien susceptible d'exister entre la langue et l'identité en particulier. Alors, on n'analysera pas dans cette contribution les traces éventuelles d'une prise de conscience identitaire, mais plutôt celle d'une compréhension du cours autour du lien existant entre les mots et la pensée, et qui constitue une entrée possible pour éclairer le couple, donc singularité que j'ai mis au pluriel, peut-être un écho à la diversité, et l'universalité. Donc, les idées sur le langage des XVIIe et XVIIIe siècles se développent. En fait, tout le monde n'entend pas là. Autour de deux positionnements théoriques différents. Un premier, qualifié d'empiriste, considère que toute connaissance humaine serait dérivée des sensations, tandis que le second, dit rationaliste, verrait dans la raison l'origine de la vérité et de toute connaissance. Le langage... Les deux, on n'entend vraiment pas ? Alors, le langage se présente ainsi pour Descartes comme une sorte de codage des pensées et des émotions en un nombre fini de signes, avec en filigrane le principe d'une langue universelle formalisée sur le principe de la modélisation mathématique. Alors, la mobilisation des mathématiques comme langage s'explique de par les qualités qui font d'elle une langue parfaite, entre guillemets, c'est-à-dire un ensemble de signes dont la forme n'évolue pas au fil de l'usage et dont le signifié est unique. Il s'agit d'une langue sans polysémie, ni homonymie, et de ce point de vue, elle est la langue parfaite, c'est-à-dire ce n'est pas une langue qui serait une, mais c'est une langue qui serait monosémique. Et donc, dans le cadre de ce dualisme philosophique, nous avons abordé la question de la nomination. Alors, Hobbes, c'est trop tôt. Hobbes dira que le langage enregistre les pensées au moyen de ce qu'il appelle « name » et mettra en évidence la difficulté de les verbaliser quand les mots employés ont une signification mal déterminée. Alors, les dénominations ne recouvrent jamais en elles-mêmes l'étendue de ce que nous voulons leur faire dire. C'est un peu l'idée principale de toute cette thématique. Alors, l'expression signification flottante est tirée d'un extrait de Hobbes, de son ouvrage Léviathan. Je vais la lire, elle n'apparaît pas là. Mais...
Les dénominations, name, des choses qui nous affectent, c'est-à-dire qui nous plaisent et nous déplaisent, sont dans les entretiens ordinaires des hommes d'une signification flottante, parce que la même chose n'affecte pas de même tous les hommes, ni le même homme en des moments différents. Alors, nous pensons que ces théories retracent certains jalons d'une formalisation du concept de signe linguistique. Et le triangle sémiotique que nous connaissons tous, qui est présenté lors des cours, qui se présente là sous la forme de signifiant, signifié, référent, finalement ne dit rien des modes de relation qui existent entre chacun de ces pôles, ne dit rien de leur organisation, et c'est précisément de ce point-là que les auteurs que je mentionne en cours traitent. Alors, une première conception aristotélicienne a considéré les sons émis par les voix comme les symboles des états de l'âme. Tout ça, ce sont des formulations d'origine, si j'ose dire. Et les états de l'âme sont pour l'essentiel des représentations. Ils mettent donc en jeu un rapport avec le réel externe, et nous avons donc une triade sémiotique, son, état de l'âme et forme des choses. Alors, l'expression forme des choses est aussi à mettre en lien avec la théorie de la perception qui consiste à former dans son esprit une forme similaire à celle des choses. Si je résume la figure 1, nous avons un contact avec l'environnement qui suscite dans notre esprit une forme qui lui correspond et qui est transmise par la voix. Avec la révolution cartésienne, on a pu dire que le cercle n'était pas l'idée du cercle et on a pu distinguer le concept de la perception qu'on en avait. On est passé donc à la représentation de la figure 2, c'est-à-dire son, idée et chose, et au passage, donc on perd, on va dire, la dimension un peu phénoménologique du signe, qui reviendra au XVIIIe, ça je ne vais pas en parler avec notamment les travaux de Maupertuis. Alors, le statut du terme intermédiaire est vraiment fondamental pour répondre à la question du signe et pour connecter la théorie de la référence à celle de la signification. Et les différentes formalisations du fonctionnement de la nomination est aussi susceptible d'expliciter des phénomènes comme ce qu'on a appelé le relativisme linguistique chez Sapir et Worth, et pouvoir expliquer aussi pourquoi le relativisme linguistique ne peut pas s'envisager dans la conception du signe, par exemple chez Saussure. Alors, comment les étudiants se sont-ils emparés de ces questions ? Il semble que la signification flottante relève d'une expérience partagée à la fois par des locuteurs natifs, locuteurs d'une même langue, et par des locuteurs plurilingues. Alors, le flou sémantique lié à la signification de certains mots, s'il peut s'apparenter à des phénomènes de polysémie, de synonymie, d'homonymie, nous paraît intrinsèque à tout système linguistique, et en cela recouvre une dimension universelle, c'est-à-dire commune à toutes les langues. Cette expérience universelle du langage est aussi singulière, et cette singularité s'observe au travers d'indices de subjectivation, ce fameux « je », qui manifeste la capacité de celui qui parle ou qui écrit de se constituer en sujet. Alors, Benveniste considéra cette capacité comme une sorte d'universel linguistique, dans le sens où le phénomène concerne l'ensemble des langues, indépendamment de leurs différences formelles. Alors, pour illustrer ce point, un premier exemple, on y observe un positionnement énonciatif qui change, c'est-à-dire qu'on glisse d'une description métalinguistique, ce qui rend le lieu et le temps de critères importants dans la compréhension d'un mot, donc c'est un petit peu ce positionnement-là qui était dans toute la copie, et puis d'un coup, on a une description, ou plutôt l'expression d'une subjectivation, ce qui rend dans ce cas la façon dont moi je reçois l'information ou le mot différente de celle dont ma mère la reçoit. Par exemple, surtout avec le changement de génération, l'évolution de la société, il y a certains mots qui sont pour moi compréhensibles dans certains contextes de plaisanterie que ma mère prend pour un manque de respect. On a un phénomène similaire, je donne un deuxième exemple. On a au départ aussi un positionnement métalinguistique avec un effacement énonciatif, des termes en mention qui font clairement référence au texte qui devait travailler. Je parle de mots primitifs et de savoir dit naturel. Et puis, nous passons à la première personne. Comment pourrais-je savoir que ces mots ont gardé le même sens au fil du temps ? Je m'interroge, je ne peux pas être certaine que le sens qu'il y entend correspond à celui que j'y entends aujourd'hui. Alors peut-être que le premier jeu de pourrais-je, peut-être qu'il manifeste une sorte de positionnement un peu spéculatif, c'est possible,
mais il me semble quand même que les deux dernières occurrences manifestent clairement un ancrage dans un vécu. Alors, autre marque de subjectivation, il y a aussi des marques de reformulation. Alors, Laufer-Lorient distingue les reformulations, on va dire, que l'on produit lors de la transmission d'un texte un petit peu expert vers un public qui serait non expert. Et donc, elle va dire que le procédé de reformulation d'un discours autre peut être aussi considéré comme une traduction monolingue. Et donc, c'est à cette référence que je mentionne. Alors, la reformulation en question, c'est celle de organe linguistique. Donc, l'expression est singulière. Et donc, d'après toujours Laufer-Lorient, elle dit qu'il y a un rapport de traduction entre le langage des spécialistes et le langage destiné à des profanes ou des apprenants. Elle pointe le risque du caractère approximatif de la reformulation proposée au regard de la complexité des notions à transmettre. Et cet exemple, comme l'ensemble, en général, l'ensemble des interactions du cours, actualise sans cesse cette préoccupation, tant au niveau des étudiants qu'au niveau de l'enseignant. Alors, reformulation maintenant entre les langues, qui peut considérer porter sur le lexique. Je reviendrai sur la formulation entre les langues. Je me précipite, mais alors... ah, pardon, je ne sais pas si je me perds là. Oui, c'est ça. Alors, quand j'apprends le français, j'ai rencontré beaucoup de difficultés sur la polysémie. Le mot fourchette peut être l'outil sur la table, mais aussi peut être utilisé dans les maths ou l'économie pour dire la différence. Alors, le mot fourchette est un mot intéressant, parce que s'il est pris dans son sens abstrait, c'est-à-dire au sens de différence, c'est un bon exemple de mot dont la signification peut paraître floue, aussi pour un locuteur natif, et il présente un cas de synonyme. Si je prends un autre exemple, par exemple, en français, on utilise dans le langage familier le mot « seum » pour exprimer une situation de mécontentement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot « seum » vient de l'arabe littéraire, signifie le poison, le venin, et qui termine, une personne bilingue attribue une signification différente au mot « seum » en fonction de la société dans laquelle il se trouve. Et donc, ce terme de « seum », également, hautement affectif, hautement subjectif, comporte un important flou terminologique. Et là, par contre, on est dans le cas d'une homonymie, mais qui serait perçue, décrite entre deux langues. La même chose pour la diapo suivante, je vais passer très vite, c'est les maquerelle et maquerelle. Donc, aux Antilles, maquerelle, c'est une personne curieuse. En France, maquerelle, c'est une personne qui s'occupe de prostituées. Et puis, cette traduction, cette reformulation, peut aussi concerner la morphosyntaxe ou la syntaxe. Donc, je vais très vite. Les premières lignes concernent plutôt la morphosyntaxe. Le grand frère, c'est Abi, le petit frère, c'est Cardi, ça se prononce Kardish, la grande sœur, c'est Abla, la petite sœur, c'est Eris Kardis. Bon, bref, la raison de cette différence, c'est que chez les Turcs, ça représente une forme de respect aux personnes plus âgées que nous, et c'est pour ça qu'ils ont créé une distinction nominative en fonction des âges. Et puis, au niveau syntaxique, on peut dire s'asseoir au soleil. Cependant, si on veut traduire cette phrase dans une autre langue, mot par mot, le résultat ne sera pas le même. Si on traduit en arabe, cette phrase signifiera s'asseoir dans le soleil. Pour avoir la même idée en français, il faudra dire s'asseoir sous le soleil ou sous les rayons du soleil. Alors, les exemples mobilisés montrent une dimension partagée, je termine, s'agissant du caractère flottant de la signification, qui peut recouvrir plusieurs phénomènes linguistiques, comme la polysémie. Dans une perspective bilingue, ces phénomènes s'apparentent souvent à des cas d'homonymie, s'agissant du lexique, ou de synonymie, s'agissant de la syntaxe. Comment dire une même idée dans deux langues différentes. Donc on s'aperçoit d'une position d'où émergerait un point de vue, non pas sur une, mais sur deux altérités. Et c'est sur une dernière citation, celle-là, que je voudrais terminer. Donc il s'agit d'un ouvrage de Heinz Weissmann, qui a écrit un livre qui s'appelle « Penser entre les langues », et qui en fait raconte un petit peu sa pratique d'écriture, lui qui maîtrise très bien le français et l'allemand, et comment il tire un peu parti des deux syntaxes, et crée presque une troisième. Voilà. Donc je ne dirais pas que c'est une pratique d'écriture là pour les exemples que j'ai cités, mais il me semble quand même qu'il marque une certaine posture un petit peu extérieure. Et donc je vais juste lire la citation. C'est une position assez séduisante, être entre deux langues, car on a l'impression d'être comme doublement confirmé. Si l'on est dans un horizon culturel ou linguistique sur lequel on prend appui, la relation qu'on entretient avec les autres mondes, dont on perçoit parfois l'intérêt, la richesse, l'attrait, est évidemment d'une nature très différente.
C'est simplement une altérité qui est confrontée à quelque chose qui est le soi ou le même. Tandis qu'à partir du moment où on s'installe entre, on a affaire à deux altérités, puisque l'origine devient autre elle aussi. On porte un tout autre regard, ce qui est finalement perçu comme une identité qui va de soi. Et la deuxième, ça concernait davantage la syntaxe. Schleiermacher, qui est le véritable fondateur de l'herméneutique moderne, donne à penser que les cultures, comme les langues, sont des grammaires. Dans chaque grammaire se trouve une perfection spécifique, mais la posture non identitaire, c'est-à-dire le fait de se situer entre deux grammaires exclusives l'une de l'autre, permet de mobiliser chacune de ces grammaires dans une relation critique à l'égard de l'autre. Voilà, je vous remercie.